DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour, l'homme qui paraphrase Jean-Claude Duss dans ses textes, c'est Kevin Sauvage. Salut bonjour Kevin. à tous. Un jour peut-être qu'il ira à New York avec Dante Van Zer, c'est Stéphane Lecaillan. Salut Stéphane. Et je peux vous le garantir, il n'a pas bu de bière avec Benito Raman vendredi soir à Ostende, c'est Romain Van Der Pleim. Bonjour. Romain. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et on commence cette émission par Anderlecht et on va se poser la question, messieurs, comment juger le mercato du Sporting avec les arrivées d'Anders Dreyer, d'Henrik Bellman et de Islam Simani. Et ça a été beaucoup plus fourni au niveau des départs avec Duranville, Aitelaj, Silva, Aguiei, Esposito et Hout. Ça, c'est quand même peut-être la meilleure opération du mercato, Romain. Qui s'en est allé? Ouais, c'est clairement la meilleure opération et peut-être la seule dont peut être fier Fred Berg parce qu'il a viré un gros salaire et récupéré 2 millions, sachant que Houd était arrivé gratuitement. Donc le mercato sortant est pas mauvais, même si je reste convaincu qu'avoir vendu Duranville est une grosse erreur. Il aurait fallu faire l'effort, lui donner un beaucoup plus gros contrat et le vendre dans 2 ans parce que c'est un gars qui va valoir certainement des dizaines de millions d'euros dans 2 ans et Dortmund a fait une super pioche. Niveau mercato entrant, bah oui, je pense que Dreyer a prouvé qu'il avait des qualités. Il a encore beaucoup de hauts et de bas parce que je pense qu'il se cherche encore avec ses équipiers, mais voilà, il a du foot, il a un bon pied gauche, un profil qui avait vraiment pas, un gars vraiment qui rentre dans l'axe, qui joue entre les lignes, c'était un gars qu'il fallait. Pour Slimani, j'ai beaucoup plus de doutes, même si il voulait un grand attaquant puissant, c'est le cas, mais il est en crise de confiance totale depuis des années. C'était pas le premier choix, c'est selon la liste qu'on a pu effectuer, c'est le 10e choix seulement d'Anderlecht pour le poste de numéro 9. Donc à voir, il est monté là 20 bonnes minutes, il a je pense gagné un duel sur 8, il a touché un seul ballon dans le rectangle, on ne sait pas s'il était hors jeu ou pas sur le dernier but d'Anderlecht. Il a en tout cas rien apporté, mais je ne veux pas le juger sur ce match-là, c'est 20 minutes, il avait réalisé qu'un seul entraînement et léger, donc wait and see pour lui, mais c'est pas super positif non plus à ce poste-là. Cette dernière journée du mercato, messieurs, elle a été particulièrement agitée. Romain le disait, on parle souvent de plan A, de plan B. Là, c'est le plan J quand même qui a débarqué à Anderlecht. Oui, totalement. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est la communication de Fred Berg par la suite, qui limite, non, c'était normal, c'était prévu. Il était sur la liste. Oui, voilà. En lisant l'interview, on dirait qu'il est fier de son mercato. Oui, et c'est ça qui est un peu choquant. C'est assez fou. Et c'est une erreur pour moi de communication. Tu ne sors pas comme ça après un mercato aussi rocambolesque, où tu perds dont une de tes pistes qui te passe sous le nez directement, qui passe par la porte de derrière, qui dit au revoir, merci. Romain, tu peux nous réexpliquer pour ceux qui n'ont pas suivi la fin du mercato anderlechtois, ce qui a été juste génial et qui a rappelé l'épisode d'Iagne. Ouais, on va le faire très rapidement. Donc Arokudare, je sais jamais comment on le prononce, c'est Tolu, moi je dis Tolu, exactement. Donc Tolu devait arriver à Anderlecht, il a fait cet Esmilico à Anderlecht, et finalement au dernier moment, parce que Anderlecht a tenté de passer outre les agents de Tolu, les agents de Tolu ont décidé d'aller le mettre à Genk, qui offrait un plus gros salaire aux joueurs, qui offrait plus d'argent à son club. Donc voilà, Anderlecht s'est fait, pour être poli, avoir dans les dernières heures du mercato, parce que les agents, pour se venger un petit peu, n'ont pas communiqué avec Anderlecht et les ont laissés dans le flou jusqu'à 19h30, 19h40, au moment où ils se sont rendus compte qu'il allait partir à Genk. Et tu passes d'un plan, donc Tolu, fatalement avec de la taille et de l'avenir aussi, parce qu'il est encore jeune, à un plan J ou Z selon, qui a 34 ans. Et il y a eu d'autres plans au milieu qui n'ont pas abouti non plus. Donc c'est au final limite un achat, enfin c'est pas un achat, mais c'est un recrutement panique. 34 ans, qu'est-ce que vous allez capitaliser sur un joueur qui a fait combien de clubs en 2 ans? Je ne veux même pas savoir, j'ai fait son CV, c'était long à écrire. Il a fait plus de clubs qu'est-ce qu'il n'a marqué de but peut-être en 2-3 ans. Donc je critique pas le joueur, loin de là. Non, après on peut se poser des questions sur son profil, parce que sa dernière bonne période c'était à Monaco, c'était la saison 2019-2020. Mais à ce moment-là, il jouait à 2 en pointe avec Wissam Ben Yedder. C'est pas du tout la philosophie de Rimmer, là, Romain. Non, mais s'il est bien entouré avec des joueurs qui jouent proche de lui, je dis pas non, parce que je pense que c'est un gars qui sait garder le ballon, qui va faire du bien, qui va récupérer les centres. Mais maintenant, il faudrait que ces centres arrivent. C'est pas du tout une qualité première à Anderlecht pour un moment. Et jouer Dreyer, proche. là, un petit peu. Dreyer a le centre, mais il a quand même cette tendance à jouer à la Robben et à rentrer sur son pied gauche non-stop, donc à moins centrer qu'à tenter de repasser par l'axe. Amouzou, il joue sur son pied contraire et on sait que c'est pas, dans le dernier geste, il est pas le plus fin, même si ça a été un des meilleurs joueurs contre Ostende. C'est dire, ouais, voilà. Et donc, et
Everskaren joue très loin du but à l'heure actuelle, donc j'attends de voir. Mais oui, il va avoir besoin d'être entouré parce que c'est un joueur collectif, c'est pas un gars qui fera la différence seul. Ce qui est dommage parce que Verskaren, on l'a vu une fois près du but contre Ostende et il a fait la différence sur la deuxième réalisation d'Anderlecht. Stéphane, ton regard sur ce mercato Anderlecht qui tranche avec celui de l'Union que tu connais bien. Oui. Pour revenir à ce qu'on a dit au début, ce que Kevin a dit, il y a une difficulté à dire les choses comme elles sont, je pense. C'est probablement difficile pour Anderlecht de dire on est dans la mouise financièrement, même si on le sait, on l'écrit, tout le monde le sait. C'est quand même un élément qui dicte ce mercato parce qu'on en a parlé cette semaine dans nos journaux, mais il y a des nouvelles règles à la Pro League. On doit encore plus faire attention qu'avant aux dépenses. Et donc, si certains plans partent, on ne peut pas prendre le plan B, peut-être le plan C parce qu'il est trop cher. Et c'est vrai que ça fait mal de perdre un Duranville, mais est-ce qu'ils peuvent ne pas perdre un Duranville pour 10 millions d'euros même si on sait que plus tard, il en ramènera plus. Mais voilà, la réalité, elle est là aujourd'hui. C'est un calcul à faire. Est-ce que donner 1 million d'euros, je donne des chiffres comme ça, parce que donner 1 million d'euros de salaire à ce gamin pendant les 3 prochaines années, est-ce que ça vaut pas la peine, sachant qu'il va peut-être en valoir 35 ou 40? Mais n'as-tu pas besoin de toucher 10 millions d'euros cette saison? Absolument. Bien sûr. Il y a ça comme calcul. Et les joueurs avaient-ils envie de rester aussi? Je crois que c'est surtout ça. Je pense que le joueur avait envie, son entourage peut-être un petit peu moins, parce qu'il y avait quand même moyen de gagner beaucoup d'argent ailleurs. Un mot quand même, Romain, sur cette belle soirée de vendredi soir, cette jolie purge à la Côte. J'aurais mieux fait de pas y aller. Sérieusement, c'est un des matchs les plus tristes que j'ai vu. J'ai reçu beaucoup. J'ai été très dur avec Anderlecht dans mon analyse et je maintiens ce que j'ai écrit dans le sens où c'était réducteur comme style de jeu. C'était Vertonghen et De Bas qui lançaient des longs ballons sur Amouzou. Et ça, voilà, c'était ça la tactique d'Anderlecht. C'est triste parce qu'on nous a promis un projet de jeu qui avait l'air ambitieux, qui avait l'air intéressant et intelligent, que ce soit Fredberg ou Rimmer qui ont promis les mêmes choses. Et je le vois toujours pas, ce projet de jeu. Donc j'attends vraiment que ça se mette en place pour pouvoir juger leur travail, parce qu'actuellement c'est insuffisant de la part des deux hommes. Une pensée quand même pour les milieux anderlechtois qui ont sans doute eu un torticolis à force de regarder les ballons passer au-dessus de leur tête. Et d'Ostende, on va migrer vers Bruges pour parler du match du Standard. Kevin, pourquoi le Standard est le champion des occasions ratées? Parce que si on compte bien, c'est la 4e fois après Serein, Malines, Eupen que les Rouges manquent à cette opportunité finalement de recoller au top 4. Ouais, on peut même ajouter l'Antwerp. Après la victoire contre Malines, ils auraient très bien pu intégrer plusieurs fois le top 4. Là, ici, avec les résultats de Bruges et de Gand, ils ne l'auraient pas intégré, mais ils seraient tout proches. Très rapproché à un point. Voilà, à un point. C'est l'histoire du Standard, j'ai envie de dire, depuis des années. Combien de fois on n'a pas dit ici, ça manque d'irrégularité, ça manque de constance. Bon, là, ici, sur le match au cercle, on a parlé de purge à Ostende. C'était pas folichon, on va pas se mentir, mais comme je le disais à Romain avant le match, on refait le match. Avant l'émission, justement, le Standard a fait le match qu'il fallait au cercle, une équipe qui n'avait perdu que 2 matchs de ses 12 derniers matchs, qui venait de poser de gros problèmes à l'Union, qui a battu Gand. Et cette équipe du cercle n'arrivait pas à sortir comme elle le voulait. Pourtant, elle a mis une pression énorme sur les arrières du Standard et on s'est dit... avec notre collègue Fred, on dit oula, ça va être difficile de ressortir proprement. Ils y sont arrivés tout le temps. Et puis il y a ce but qui tombe. On se dit voilà, enfin c'est arrivé. Et puis maintenant, il y a toujours un petit truc qui tombe. Et ce but de Rueda, il est fantastique parce qu'il ne doit rien à personne. Et c'est un excellent joueur. Il y a beaucoup de très très bons joueurs au Cercle de Bruges. Ça mériterait d'ailleurs qu'on s'y attarde un peu plus, mais on n'a pas le temps. Mais voilà, le Standard ici avait fait quasiment ce qu'il fallait. Et comme Fossi me le disait après le match, là, maintenant, à chaud, j'ai envie de te dire, c'est 2 points de perdu. Dans quelques semaines, on se dira que c'est 1 point de gagné. Maintenant, par rapport au top 4, Zinkernagel nous le disait après l'Antwerp, le meilleur moyen de valider le top 8, c'est regarder en haut et pas en bas. Effectivement, mais maintenant, certes, on est proche du top 4, mais derrière, ça revient. Il n'y a plus que 4 points. Moi, c'est surtout ça aussi que j'ai voulu mettre en exergue aussi dans le papier de ce matin. C'est qu'il y avait l'opportunité, parfois, de mettre le 9e à 10, 11 points. Là, ils sont à 4 points. Le calendrier est dantesque pour le Standard, je rappellerai quand même. Courtrai à domicile, puis Union en déplacement, Anderlecht en déplacement, Westerlo à domicile, Bruges en déplacement. Excusez du peu. Il fallait prendre le 9 sur 9. Le Standard est en progrès. On a parlé de plan de jeu. Il y en a un qui est de plus en plus clair, même si c'était pas folichon. Mais voilà, ça manque
il manque toujours un centime pour faire un euro, quoi. Mais- Ueda a beaucoup de talent, on est tous d'accord là-dessus. Mais ce qui est frustrant, c'est de se faire avoir sur une touche dans le temps additionnel, Stéphane. Oui, il y a eu un relâchement qui est difficilement pardonnable. C'est sûr, le geste est superbe et je ne sais pas si on peut dire que s'il le retente 10 fois, bon, j'espère qu'il mettra plus d'une fois, mais pas beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours frustrant. Il y a... je ne sais plus qui est inattentif, j'ai vu la phase, mais j'ai oublié maintenant. Il y a Perizza qui perd son duel de la tête déjà, et puis c'est Bocadi qui est pas assez prompt en duel. Donc c'est il y a vrai une toute petite fenêtre, il en profite et c'est pas de chance. Maintenant, pour revenir sur le top 4, top 8, je comprends que les joueurs se fixent des ambitions vers le haut, c'est tout à fait naturel, mais il ne faudrait pas que cette ambition soit une chimère et qu'il y ait une déception parce qu'ils n'ont pas du tout le niveau du top 4 et il ne faudrait pas qu'ils loupent le top 8. Non, mais à ce moment-là, quand on voit ce que Bruges produit actuellement, on se dit quand même qu'il y a moyen de passer devant ces Brugeois-là qui mettent plus un pied devant l'autre depuis des semaines. Oui, c'est vrai. On se faisait la réflexion aussi après le match. Est-ce que ce serait vraiment leur rendre service d'aller dans le top 4 maintenant, aussitôt dans leur reconstruction? Je rappellerai quand même que le Standard est en totale reconstruction, une année de transition où on a dit le top 8 objectif. L'année prochaine, avec le retour au play-off à 6, c'est l'Europe, clairement. Il y a deux écoles. Soit oui, c'est pas du tout leur rendre service et ils vont prendre des gifles tentés plus face à des rouleaux compresseurs comme l'Union et Genk et l'Antwerp s'ils se réveillent. Ou alors, ils vont être totalement désinhibés et ils vont nous faire des playoffs de feu. Je ne vais pas comparer avec 2017-2018 avec Sapinto, où là aussi on se disait qu'est-ce que le Standard va aller faire en playoff 1, mais il y avait des individualités autres que ce qu'il y en a aujourd'hui. T'arrives comme outsider, c'est quand même pas mal, et surtout t'as une super perspective, c'est que top 4 est quasi assuré de l'Europe. Donc pour un club qui se reconstruit, qui a besoin d'un peu d'argent et qui pourra préparer mieux sa saison prochaine, l'Europe c'est vraiment hyper important, ne fût-ce qu'au niveau de l'avance. Ça permettrait de prendre de l'avance, effectivement, et peut-être potentiellement de garder des joueurs qui sont dans le noyau ici. On en a fait le bilan. D'ailleurs, il y a beaucoup de prolongations de contrats au Standard. C'est une chose très, très positive. Et ça permettrait aussi de redonner un petit peu d'aura à ce club dans le recrutement l'été prochain. Maintenant, voilà, ils sont à la croisée des chemins, mais le fait qu'ils n'arrivent jamais à matérialiser une avance et une occasion ferme. C'est vraiment ça. C'est la preuve que, tant mieux pour eux si je me trompe et s'ils y arrivent, mais que ça va être voire trop difficile d'y arriver, même s'il n'y a que 3 points. C'est que à chaque fois, on est sur un convalescent, donc à chaque fois, on rechute de semaine en semaine, quoi. C'est vrai que c'est ce qui les différencie encore peut-être un des équipes du top 4. Oui, ils rechutent moins qu'avant. Je veux dire, on ne perd plus, fort heureusement, mais voilà. Et je crois que c'est pas leur rendre service maintenant. En tout cas, il y a une équipe qui est solidement installée dans le top 4 et qui peut même regarder et lorgner la première place, c'est l'Union. On a évoqué le mercato d'Anderlecht, Stéphane. Celui de l'Union a de nouveau des airs de franche réussite. Et on le voit derrière toi, Dante Van Zer a fait ses adieux hier. Est-ce que Jorbe Vertessen va parvenir à le faire oublier ? Il a en tout cas montré qu'il a les qualités pour. Il y a eu une première montée au jeu en coupe cette semaine contre l'Antwerp, où il a moins eu l'opportunité de se montrer dans un match très 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 fermé, fidèle à l'Antwerp. Mais par contre, hier, c'est clair qu'il a été très intéressant pour sa première véritable apparition, sa première titularisation. Dès le début du match, il a amené cette profondeur, cette vitesse que proposait déjà Van Zer. Il a un côté assez solide dans les duels aussi, peut-être un peu plus que Van Zer. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas donné l'impression d'être arrivé il y a quelques jours, quoi. Il se sentait assez bien avec Boniface, il trouvait les autres et il file 2 assists pour sa première titularisation. C'est quand même assez énorme. Donc c'est une première très réussie, en espérant pour lui que son corps ne le lâche pas, parce que c'est un problème qu'il a connu au PSV. Ouais, 65 minutes de passes décisives, Stéphane le disait, et une standing ovation. Romain, Kevin, il y a pire pour commencer ? Oui, il y a pire. Mais moi, je tiens juste à souligner de nouveau le travail de recrutement, parce que on connaissait pas bien Vertessen et on s'est posé la question d'ailleurs la semaine passée en réunion, c'est quoi son profil, il vaut quoi ? Et en fait, j'ai l'impression qu'il joue à la Van Zer, donc c'était super bien ciblé en fait. Il savait qu'ils avaient 2 autres qui sont des grands costauds, que Boniface et Nilsson, et il fallait ce complément rapide qui savait jouer dans les espaces, dans la profondeur. Mais jackpot, quoi. Même s'il ne réussit pas, au moins ils ont trouvé le bon profil. Et ça, c'est une preuve d'intelligence folle de la part de la direction. Kevin ? Prenez la bande du décrassage la semaine dernière, vous vous mettez à la place, voilà. Mais oui, la direction, la cellule de scouting, de recrutement. Même chose à Genk, voilà. Même s'ils l'ont volé entre guillemets en Anderlecht, Tolu il marque, il fait pas un match extraordinaire, mais il a un profil à Novachu. C'est bien ciblé, c'est bien huilé, et surtout comme Stéphane le dit, le gars il arrive,
tu as l'impression qu'il est là depuis le début de saison, donc ça veut dire qu'il y a des automatismes qui sont... On peut bouger un joueur, en mettre un autre, ce sera la même chose. Donc c'est super chouette à regarder. Je vous avoue, j'ai même pas regardé le match, parce que, un, je ne savais pas, et deux, je me disais... combien est-ce qu'ils vont en mettre? Non, mais c'est triste. Tu te dis, il y a même plus de surprise possible. Même quand le cercle mène, on se dit, oh tiens, ah bah non. Voilà, ils arrivent quand même à revenir, sans porter offense à Zulte Waregem, comme on le disait à Steph, qui avait d'autres chats à fouetter peut-être plus tard. Semaines, oui. Mais voilà, l'Union, la question avant un match, c'est de se dire, tiens, ils vont en mettre combien aujourd'hui? Et ça, c'est la marque des grands. Il y a une variété offensive. Karel Gerhardt s'en félicitait après le match en rappelant, en me disant j'ai 3, parce qu'il y a Eker qui est blessé, j'ai 3 attaquants. C'est quand même pas du luxe, disait-il, vu qu'on a toujours la Coupe d'Europe, la Coupe de Belgique. J'ai bien besoin de ces 3 profils, surtout qu'ils jouent avec 2 devant. Donc, mais c'est 3 très beaux profils complémentaires, en tout cas. On l'a senti dans les mots de Teddy Thomas à la fin du match. La rencontre contre Bruges, à Bruges, vendredi soir, ils l'ont vraiment entourés dans leur agenda. Ils réfutent le terme de revanche, mais bon, on n'est pas obligé de le croire. Je pense qu'ils veulent enfin briser ce plafond de verre. Hein. C'est la seule équipe en 1 an et demi maintenant qu'ils n'ont pas été capables de battre. En 5 confrontations. Pour la première fois, au premier tour, ils ont mis début à Simon Mignolet, et ce 2-2, alors ils étaient réduits à 10, menés 2-0 avec des allures de victoire. Mais là, je pense qu'ils vont aller au club, vraiment tous avec une envie d'enfin battre Bruges, d'enfin assommer et régler ce vieux compte de l'année passée, et peut-être aussi, oui, pour eux, casser ce plafond de verre et penser un peu plus encore à la première place, même s'ils sont à 7 points de Genk, ils y pensent clairement, ils se disent on peut le faire, on est sur un rythme de fou. Genk va probablement perdre des points, va avoir un coup de mou. Ont-ils raison? On le verra, mais ils y croient dur comme fer, et en tout cas, ils ont raison d'y croire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas prêté à ce petit jeu, messieurs. C'est celui du pronostic qu'on ressortira naturellement lundi prochain. Bruges-Union, Kevin? Moi, je vois l'Union, parce que Bruges n'est pas du tout convaincant, loin de là. Donc, je mise sur l'Union. Romain? 0-3 pour l'Union. Il y a un monde de différence pour le moment. Il y a une équipe qui joue au football, l'autre pas. Et je pense que dans 5 ans, quand on regardera les 2 dernières saisons de l'Union, on aura certainement une sorte de petit regret en se disant c'est vraiment dommage que ça tombe à chaque fois contre des très bonnes équipes, parce que Bruges était très bon l'année passée, Genk est très bon cette année, et on va se dire à chaque fois c'était net comme on dit en flamand, vraiment à ça près qu'ils vont peut-être pas être champions, parce que j'ai du mal à croire que Genk va vraiment baisser en régime, donc peut-être dommage pour l'Union à l'avance. Attention, ils vont l'afficher dans le vestiaire et ça va leur servir. Stéphane, ton prono? Je vois l'Union aussi 0-1. Très bien. On en reparlera dans un prochain épisode du DH Football Club, dans ce décrassage que vous pouvez retrouver sur LN24 et sur toutes les plateformes. Passez une très bonne journée. À bientôt. Salut. DH Football Club. Le décrassage.